Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct sur Public Sénat. On refait ensemble la séance des questions d'actualité au gouvernement avec nos invités, des parlementaires qui vont venir réagir à ces différents thèmes d'actualité abordés cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. Je vous rappelle les questions qui ont été posées, des questions sur le Mali, sur la situation au Mali, sur la dépendance, le Grand Paris, l'accord de compétitivité au sein de Renault ou encore les réformes constitutionnelles envisagées par le gouvernement. Ces différents points, on les aborde immédiatement avec nos invités. Le premier, c'est François Patriat. Bonjour, sénateur socialiste, président de la région Bourgogne. Vous avez accueilli cette semaine sur vos terres la visite du chef de l'État. On va en parler dans quelques instants. Et puis, face à vous, François Patriat, il est en train de s'installer sur notre plateau. Il s'agit de Gérard Larcher, sénateur UMP des Yvelines, ancien président du Sénat qui ne cassait pas notre plateau, Gérard Larcher. Merci d'être avec nous. François Hollande l'a dit à Dijon cette semaine, François Patriat, on l'a entendu, il va falloir forcer l'allure pour atteindre la bonne direction. Est-ce que ça justifie le recours à des ordonnances ? Je crois que François Hollande a souligné ce que beaucoup d'entre nous soulignons depuis longtemps. La France souffre de rigidités difficiles à vaincre. Et dans ces rigidités, il y a souvent l'absence de dialogue, souvent l'absence de rencontre, et puis souvent la lenteur des décisions. Les gens pensent que quand les lois sont votées, elles sont applicables. Or, est-ce que ça justifie de passer outre finalement les prérogatives du Parlement et de gouverner par ordonnance ? Quand la croissance est en jeu, quand l'emploi est en jeu, quand les raisons sociales sont en jeu, on peut très bien, comme ça s'est fait par le passé sous tous les gouvernements, je me souviens en 86, on a déjà légiféré par ordonnance, c'était une autre majorité, de le faire. C'est la demande, en tout cas, que j'ai entendue à la fois c'est la demande que j'ai entendue à la fois des acteurs économiques, mais aussi des citoyens qui ont rencontré tout à fait librement le président de la République cette semaine. Gérard Larcher, est-ce que vous êtes d'accord avec cet argument ? La situation économique est telle qu'il faut aller vite. Non, et donc gouverner par ordonnance. Je crois simplement qu'il faut changer l'ordre du jour du Parlement. Pendant des semaines, nous allons débattre de mode de scrutin. Pendant des semaines, nous allons débattre de questions de société. Et les vraies questions qui sont posées aujourd'hui, ça s'appelle chômage, compétitivité des entreprises. C'est ça la réalité. Et je dois dire que je demande au président de la République et au Premier ministre de changer l'ordre du jour du Parlement et non pas, en quelque sorte, de court-circuiter le Parlement. Je dois dire que c'était une des promesses du candidat Hollande, revaloriser le Parlement. Ce que je constate que la revalorisation du Parlement, c'est la réforme constitutionnelle de 2008 de Nicolas Sarkozy. Et je dois dire que je n'accepte pas la dévalorisation du Parlement. Même si visiblement ces ordonnances, Gérard Larcher, vont être prises sur un périmètre très limité en matière d'urbanisme pour prendre des mesures très rapides dans le secteur du logement. Attendons de voir ce que sera le texte d'habilitation des ordonnances. Mais je dois dire que la technique des ordonnances que tous les gouvernements ont utilisée, mais je dois dire que moi, comme président du Sénat, par 2 fois, j'ai dit au président de la République et au Premier ministre, alors que j'étais dans la majorité, que la technique des ordonnances, c'était une manière de mépris du Parlement. Je dois dire, il faut changer l'ordre du jour. Nous sommes en train de discuter d'un sujet passionnant, qui est le binôme. Nous allons parler d'un sujet passionnant, qui est le mode électoral des Français établis hors de France. Tout ça est passionnant. Mais le sujet numéro 1, c'est le chômage. C'est la compétitivité des entreprises. François Patriat, est-ce que c'est vrai que est-ce que la priorité est aux réformes de société, à la réforme aussi constitutionnelle ? Le gouvernement a annoncé 4 projets de loi de révision constitutionnelle qui seront sans doute après présentés au Parlement réuni en congrès cet été. Est-ce que c'est ça la priorité ? Ils font partie des engagements du président de la République. Ils seront votés en leur temps. Oui, mais est-ce qu'il y a peut-être des engagements qui peuvent arriver un peu plus tard, dans 2 ou 3 ans. Oui. Non, mais ce n'est pas eux qui prendront beaucoup de temps ici. Je vous fais remarquer que dès qu'on est dans les lois très importantes, c'est l'opposition qui, à l'Assemblée nationale et ici, retarde par des 5 000, 10 000 amendements le processus je voudrais rappeler parlementaire. quand même sur les retraites. On laisse finir François Patriat. Donc, que dans des domaines comme le bâtiment, comme la construction, où on sait bien qu'il y a des milliers d'emplois qui disparaissent aujourd'hui, le gouvernement veuille non pas outrepasser le Parlement, il y aura une loi d'habilitation, mais prendre vite des mesures qui lèvent les rigidités, qui lèvent les freins au développement, ça me paraît à la fois sage. Vous savez ce que les Français attendent, c'est pas que le Parlement débatte. C'est des mesures pour l'économie, pour la croissance, pour l'emploi, qu'elles soient prises le plus vite possible et qu'on évite les discussions sémantiques autour le Parlement est-il bafoué, oui ou non. Gérard Larcher. Je ne savais pas, François Patriat, pour les décrets-lois. En tous les cas, ma conception de la Ve République, c'est un gouvernement qui gouverne,
mais c'est aussi un Parlement qui joue son rôle. Et je ne peux pas accepter que le Parlement soit dévalorisé alors que François Hollande avait fait un engagement très clair de valorisation du Parlement. François Patria, sur le fond, sur ce que François Hollande a dit à Dijon, est-ce que vous l'avez trouvé convaincant? Est-ce qu'il y a matière à convaincre les Français qui, pour l'instant, sont très dubitatifs? Le président de la République est au plus bas dans les sondages. Dans la partie discours aux forces vives, auquel j'ai assisté, ce discours, j'ai écouté après, j'ai rencontré après les chefs d'entreprise, unanimement. Ils m'ont dit qu'ils avaient apprécié les propos du chef de l'État quant à sa volonté de réduire les lourdeurs, de réduire les freins et de faire avancer dans le domaine financier rapidement les dossiers pour qu'on puisse retrouver à la fois de la croissance et de l'activité. Donc ça, on est d'accord sur les caps. Mais c'est sur les moyens, hein, après que les Français s'interrogent. Par quels moyens le gouvernement va arriver à ses objectifs? Le gouvernement, moi je pense que ce gouvernement qui très rapidement a pris des mesures pour la compétitivité que jamais n'avait pris le gouvernement précédent. Rappelez-vous qu'il suffit déjà de rappeler ce qui a été fait. Les 20 milliards pour la compétitivité, les entreprises l'entendent. Ce qui a été pris dans le domaine aujourd'hui de la transformation énergétique et des milliers d'emplois derrière, ce gouvernement l'a pris aussi. Donc regardons ce qui est fait aujourd'hui et quand on peut aller plus vite, si on peut le faire par ordonnance, faisons-le. Gérard Larcher. Je crois que sur le crédit d'impôt, d'abord les 20 milliards, les entreprises ne les ont pas encore vus. Et le problème, c'est la lourdeur du procédé. Que naturellement se battre ensemble pour la compétitivité, ça peut rassembler la majorité et l'opposition, parce que la priorité, c'est vraiment de relancer l'activité économique. Et là-dessus, nous pouvons converger. Mais je dois le dire, ça n'est pas la justification du recours à des ordonnances. Changeons l'ordre du jour, ayons un débat sur ces sujets, et puis ensuite, eh bien, engageons une politique. François Patria, est-ce que vous êtes d'accord avec Gérard Collomb, le sénateur maire de Lyon, quand il a dit cette semaine François Hollande doit avoir un langage plus clair? Gérard Collomb est dans son rôle. Il mène aujourd'hui un combat pour les réformes sur son territoire que je salue par ailleurs. Non mais là il parlait de la politique nationale du gouvernement. Moi il m'a semblé, dans ce que j'ai entendu à Dijon pendant les 2 jours, que le discours de la clarté, d'abord autour de la mise en œuvre des réformes déjà votées. On a parlé emploi d'avenir, on a parlé urbanisme, on a parlé en rue, on a parlé logement, on a parlé innovation, on a parlé entreprise. Il me semble que le cap est fixé, que le cap est clair, que certains membres de la majorité souhaitent se faire entendre aujourd'hui. C'est pas une histoire nouvelle. Il faut arrêter les concours entre ministres, c'est aussi ce qu'a dit François Rebsamen cette semaine. Donc le concours l'épine des propositions. Des propositions en matière fiscale. Vous êtes d'accord avec François Rebsamen? Totalement. Je pense aujourd'hui que j'ai entendu aussi la fatigue des acteurs économiques. J'ai entendu dans le discours après Dijon des chefs d'entreprise dire « Monsieur le Président, il y a une fatigue des chefs d'entreprise. » Donc il y a beaucoup de pessimisme. Elle repose sur une demande de clarification, sur une demande de longévité, de lisibilité et sur une demande d'arrêt maintenant de la pression fiscale. Le chef de l'État qui va sans doute s'exprimer d'ici à la fin du mois à la télévision. Gérard Larcher, vous aussi, vous attendez plus de lisibilité, plus de clarté de la part de François Hollande? Pression fiscale, c'est très clair. 2012, depuis l'arrivée du président Hollande, plus des milliards sur les entreprises. Voilà la réalité. Que les chefs d'entreprise soient fatigués, je les comprends. Aujourd'hui, c'est une autre politique qu'il faut conduire et il appartient au président de la République, naturellement, d'exprimer, c'est sa responsabilité aux forces vives. La droite n'aurait pas non plus échappé, Gérard Larcher, à cette pression budgétaire. Toujours aux côtés de ce qui favorise la relance de l'activité économique, l'emploi, car c'est la première préoccupation de nos concitoyens, qu'ils aient voté pour le président Hollande ou qu'ils n'aient pas voté pour lui. Mais Gérard Larcher, la droite n'aurait pas non plus échappé à cette pression budgétaire. Mais naturellement, et nous étions déjà dedans, mais nous n'aurions sans doute pas fait l'aller-retour sur la TVA, au point qu'on n'en sait plus aujourd'hui où on va en être sur la TVA. Je dois dire que voilà l'exemple d'une politique de gribouille, et on va mettre une TVA sans doute à 5% sur le logement social, après un aller-retour pendant le débat budgétaire qui n'avait aucun sens. Voilà la réalité de la politique. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. On va changer de sujet puisqu'on va parler de la situation au Mali, de l'intervention de la France. Laurent Fabius, cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat, est revenu sur la situation sur le terrain. Le ministre des Affaires étrangères a annoncé cette semaine que l'ONU allait prendre le relais d'ici au mois de juin en positionnant des casques bleus sur le terrain, en tout cas une force de maintien de la paix. Je vous propose donc de réécouter Laurent Fabius dans l'hémicycle. Il y a en préparation, vous l'avez dit, Monsieur le Président Carrère, un passage du dispositif actuel appelé MISMA à une opération de maintien de la paix sous le contrôle de l'ONU.
Cela donnera une dimension de coordination, une dimension politique, une dimension civile, une dimension de financement pérenne aussi, qui sera bien utile. Et je confirme les dates que vous avez dites. Une décision sera prise et un vote au mois d'avril. Et tout ceci pourra s'appliquer au mois de juillet. Bien sûr, il y a l'aspect démocratique. Pas de sécurité sans démocratie, pas de démocratie sans sécurité. Ce qui veut dire à la fois le dialogue et la réconciliation. Ce ne sera pas facile, mais le 6 mars, le Conseil des ministres malien a pris les décisions nécessaires. Et puis l'organisation des élections. Et il faut que nous tous, ici, intervenions auprès des formations politiques maliennes pour répéter qu'il est indispensable que ces élections aient lieu à leur date. La date a été fixée au mois de juillet et les dispositions pratiques peuvent parfaitement être prises. Voilà donc pour le calendrier politique et militaire au Mali. Laurent Fabius cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat, il répondait à une question de Jean-Louis Carrère, le président de la Commission des Affaires étrangères ici au Sénat. Nous ont rejoint sur ce plateau Leïla Hachi. Bonjour, merci d'être avec nous. Sénatrice du groupe écologiste, vous faites partie de la Commission des Affaires étrangères. Et puis avec vous sur le plateau Jacques Gauthier, sénateur UMP. Bonjour, merci d'être avec nous. Jacques Gauthier, vous étiez justement hier aux côtés de Jean-Louis Carrère pour une conférence de presse de la Commission des Affaires étrangères autour du budget de la défense. Vous avez clairement demandé au gouvernement de ne pas diminuer ce budget de la défense sous le seuil des 1,5% du PIB. Est-ce que vous avez des chances d'être entendu dans ce contexte économique très tendu? Écoutez, nous sommes conscients que le contexte économique est difficile et que chaque ministère devra apporter à la contribution générale du budget. Nous pensons par contre qu'il y a un seuil en dessous duquel, si nous descendions, nous déstabiliserions la cohérence de nos armées. Sous le seuil des 1,5% du PIB, c'est ça ? 1,5% pour les Français, on va dire que c'est en gros actuellement 31 milliards d'euros de budget. Et nous pensons que cela aurait des répercussions sur nos capacités opérationnelles. Nous ne pourrions plus faire l'Afghanistan en même temps que la Libye ou que la Côte d'Ivoire et le Mali aujourd'hui. Et surtout, cela aurait un impact sur nos industries de défense qui fournissent énormément d'emplois, qui ont une recherche et un développement en pointe et qui permettent à la France de garder une longueur d'avance avec des exportations très conséquentes. Selon les informations qui sont sorties dans la presse, on parle de mesures drastiques qui iraient jusqu'à la suppression du porte-avions Charles de Gaulle, de renoncer au programme de l'A400M et avec à la clé des pertes en termes d'emplois chiffrées au-delà de 30 000 emplois, c'est ça vous Je crois qu'il ne faut pas toujours lire ce que dit la presse. Personne n'a jamais évoqué la vente du Charles de Gaulle. Et personne n'a jamais évoqué l'arrêt des A400M. Il faut savoir que les 5 premiers sont en cours de fabrication et si nous ne les prenions pas, nous devrions malgré tout les payer. Donc il ne faut pas lire la presse. Donc, je crois que certaines fois, il faut se méfier des experts qui sont venus uniquement pour avoir un rôle à jouer et qui ne sont pas forcément représentatifs, mais le budget est menacé. Leïla Hachi, malgré vos divergences politiques, vous n'êtes pas du même bord, vous partagez, c'est une position qui est commune à l'ensemble des groupes politiques du Sénat sur cette question de sanctuariser le budget de la défense? Non, justement, le groupe auquel j'appartiens, Europe Écologie Les Verts, nous n'avons pas du tout adopté cette position qui s'explique. Justement, mon collègue est en train d'expliquer que un des principes de l'armée, notamment, est d'être aussi un levier d'un point de vue économique. Je ne crois pas et nous ne croyons pas que l'armée, le cœur du métier de l'armée, c'est d'assurer la sécurité nationale. Il n'en demeure pas moins que le deuxième levier qui consiste à considérer que l'armée est aussi un levier pour l'économie. Je voudrais simplement vous rappeler 2 éléments. Nous avons une dette de 1800 milliards d'euros, qu'elle représente 90% du PIB, et qu'en considérant cette dette qui est pharaonique pour notre État, nous sommes aussi en insécurité. Donc ce levier et cet endettement de la France peut nous mettre en insécurité. Donc il faut sacrifier la défense. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train d'expliquer que c'est un des arguments qu'on essaie de développer pour expliquer qu'on ne doit pas toucher au 1,5. Moi, je pense que c'est une discussion que nous devons avoir. Et qu'en tout état de cause, aujourd'hui, nous sommes dans des dimensions avec des conflits totalement asymétriques et qu'une des données qui n'est pas prise en compte aujourd'hui, c'est notamment la nouvelle réflexion que nous devons conduire de notre armée, à savoir qu'aujourd'hui, nous avons différents types de conflits qui sont liés à des problèmes d'accès aux matières premières, d'accès aux énergies, et que c'est pas suffisamment pris en compte. Et justement, aujourd'hui, compte tenu des contraintes budgétaires, nous devons faire des réductions. Tous les ministères doivent être concernés. Nous devons faire un effort et que peut-être justement aujourd'hui, il est important pour nous, France, compte tenu du fait que la France est un pays qui a une armée qui est totalement constituée, justement de réfléchir à l'Europe de la défense. Alors là, pour
pour le coup, Oh là je là, là, dirais c'est un d'accord. vaste- c'est Je un dirais vaste d'accord chantier, pour le oui. coup. Alors ma réponse n'est pas totalement provocatrice. D'accord même pour 2 points de PIB, mais dans ces cas-là, 1 pour la défense nationale et 1 pour la défense européenne. Et que justement, peut-être aujourd'hui, compte tenu des contraintes économiques et budgétaires que nous avons, nous devons réfléchir à cette Europe de la défense. Mais on a bien vu que sur l'intervention, par exemple, au Mali, la France est intervenue plutôt seule, Leïla Hachi. Justement, c'est bien le sens de notre Et que la réflexion argumentation. sur une Europe de la défense est loin d'être aboutie. Et bien justement, compte tenu du fait des contraintes, de ne qu'à simplement considérer aujourd'hui que la discussion doit être circonscrite au 1,5 du PIB pour le budget de la défense, compte tenu des contraintes, je pense qu'il est temps pour nous de réfléchir et d'impulser une dynamique sur l'Europe de la défense. Jacques Gauthier. Écoutez, là, le Sénat, à travers sa commission de la défense, vient de missionner 4 sénateurs dont je suis pour travailler justement sur les pistes de mutualisation et de travail au sein de l'Europe de la défense. N'attendons pas des miracles. Il n'y aura pas d'Europe de la défense tant qu'il n'y aura pas d'Europe politique, puisque qui pourrait décider d'envoyer des troupes européennes ou des matériels européens s'il n'y a pas un leader politique qui s'impose en Europe? Donc je crois que le travail sera long. Nous devons y réfléchir à court terme. Nous savons bien, et Leïla Hachi évoquait les ressources naturelles, nous avons besoin de pouvoir protéger nos territoires et nos départements d'outre-mer avec toutes les zones de développement. Nous avons besoin d'intervenir. La France a un rôle dans le monde par sa tradition et par ses ambitions. Il faut le respecter. Mais justement, Jacques Gauthier, est-ce que ce n'est pas un des inconvénients de l'héritage gaulliste, c'est-à-dire de croire qu'on est toujours une grande puissance militaire alors qu'on n'en a plus peut-être tout à fait les moyens? Vous savez, si je vous sortais la courbe des budgets de la défense depuis le général de Gaulle, on part de 5 points. Et nous arriverons à 1 point de oui, mais produit dans les intérieur esprits, brut. on espère, ou en voilà. tout cas, on croit toujours qu'on est cette grande puissance militaire. Alors il faut l'expliquer à l'exécutif, parce que nous avons les mêmes ambitions qu'hier. Les risques et les menaces ne sont pas moindres. On voit bien ce qui se passe au Mali, avec AQMI, qui est quand même plus proche que les talibans d'Afghanistan, ou les cyberattaques qui se régularisent tous les jours. Il faudra donc réagir. La France veut garder ses ambitions. Les risques sont là, les budgets ne sont plus au rendez-vous. Il faut faire des choix. C'est ce que nous aidons à faire. Merci Jacques Gauthier d'être venu sur ce plateau. Leïla Hachi, vous restez avec nous. Vous avez interpellé tout à l'heure le gouvernement sur l'accord de compétitivité qui a été signé au sein de l'entreprise Renault. Est-ce que cet accord vous semble une bonne chose ? Je n'ai pas discuté la pertinence ou pas de cet accord puisque ça a été convenu entre les syndicats et la direction de Renault. Il n'en demeure pas moins, effectivement, on conteste mais absolument pas la légitimité. Avoir un avis que j'ai totalement exposé dans l'hémicycle, c'est qu'il nous semble déséquilibré. Et justement, tout à l'heure, j'ai eu des échanges avec des syndicalistes de Renault dans le nord de la France qui expliquaient qu'en même temps, ils étaient quand même contraints. La situation économique étant telle, les suppressions d'emplois étant avérées, les gens ont peur et qu'effectivement, les salariés ont dû s'incliner. Alors je vous propose de réécouter la réponse à votre question tout à l'heure de Pierre Moscovici, le ministre des Finances. On l'écoute. Cet accord, vous pouvez le juger comme vous le souhaitez, mais c'est un accord entre partenaires sociaux et un accord majoritaire. Deuxièmement, il s'est cristallisé, et là-dessus je veux vous rassurer, autour d'un certain nombre d'éléments que le gouvernement avait lui-même exigés. Aucun licenciement, aucun plan de départ volontaire, aucune fermeture de site industriel, faire en sorte aussi que l'effort soit partagé. Et il y a eu des contreparties. Renault a accepté des contreparties en termes de relocalisation. Ça se traduit par le fait qu'il y a un engagement concret. À l'horizon 2016, il porte sur 710 000 véhicules, alors qu'aujourd'hui nous en sommes à 500 000. Et à l'horizon au-delà de 2016, c'est un engagement qui se traduit par l'objectif commun de 820 000 véhicules, soit 100% des capacités de production aujourd'hui existantes sur le sol national. Et il y a eu aussi des investissements qui ont été consentis, 420 millions d'euros à Douai, 230 millions à Sandouville, 190 millions à Dieppe, 300 millions à Cléon. Sur le véhicule électrique, vous avez votre jugement. Je pense que c'est là une production d'avenir. C'est un pari sur l'avenir, un pari sans doute nécessaire et qui va dans le sens, là je le revendique, je l'assume, des priorités qui ont été définies par le gouvernement dans le cadre de son plan automobile. Leïla Hachi, on vient d'entendre donc la réponse à votre question du ministre des Finances Pierre Moscovici. Il y a donc eu des contreparties de la part de la direction de Renault en échange de la signature de cet accord avec les syndicats. Oui, dont acte de ces contreparties, mais je veux quand même rappeler que depuis à peu près une dizaine d'années, depuis que Renault a imaginé de plutôt investir sur le low cost et de fabriquer ses véhicules à l'étranger, globalement, si
on fait un schéma de l'ensemble des pertes d'emplois et qui prennent en compte les équipementiers, on arrive à peu près une perte d'emploi de 40 000 emplois. Ce qui est important, donc effectivement, dont acte. Je demande à voir. Il faut quand même admettre qu'aujourd'hui, la stratégie de ce groupe est plutôt à l'externalisation et qu'en tout état de cause, c'est cette politique, c'est cette stratégie qui a créé cette cascade de licenciements qui sont conjoncturels. Il n'y a pas que Renault. La situation, par exemple, de PSA est bien pire, là, Donc, l'objectif, c'est quand même de limiter la casse dans ce secteur automobile qui est très, très, très menacé aujourd'hui en France. Nous sommes d'accord, mais c'est pas simplement lié à ce problème c'est aussi lié certainement à la stratégie de ces groupes en question, puisque vous voyez, c'est la stratégie de ces groupes. Philippe Marigny, président de la commission des finances, sénateur UMP, nous a rejoint sur ce plateau. Il va vous répondre, Leïla Haïchi. On aurait presque le sentiment que certains politiques comme Leïla Haïchi se considéreraient comme ayant les compétences nécessaires pour faire la stratégie d'un groupe industriel. Je trouve ça énorme. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Ça me rappelle, non mais moi, c'est ce que ça me fait penser. C'est ce que ça me fait penser. Et ça me fait penser aussi à un certain ministre du soi-disant redressement productif qui a commencé à aborder les questions de l'automobile en jetant l'opprobre sur l'une des grandes sociétés françaises, créant ainsi bien entendu toutes les conditions nécessaires pour que la confiance existe, n'est-ce pas? Comment lutter contre le chômage en étant hostile aux entreprises et en passant son temps à contester leur stratégie, alors que les dirigeants d'une grande entreprise comme Renault ou d'une grande entreprise comme PSA sont dans un monde ouvert, sont confrontés à des situations difficiles sur le plan économique, financier et technologique. Et je crois qu'il est quand même trop facile pour un élu de juger, de dire voilà ce qu'il faudrait faire. Je crois que c'est complètement irréel dans le monde d'aujourd'hui. Et en ce qui me concerne, j'estime que ces attitudes sont vraiment des attitudes démagogiques. Leïla Haïchi, c'est vrai qu'il y a quand même un climat de confiance à maintenir ou à rétablir pour les politiques qui est important. Alors, je voudrais revenir sur quelques propositions, chers collègues. Il ne vous aura pas échappé que Renault est aussi avec Nissan et que Nissan enregistre des résultats totalement probants. Et qu'en tout état de cause, si vous regardez l'activité industrielle, notamment liée aux véhicules, que ça fonctionne plutôt bien pour les Allemands, qui n'ont pas du tout adopté la même technique et qu'il m'appartient, moi, en tant qu'élu, d'apporter aussi un éclairage. Je vous signale qu'en tant qu'élu, j'ai été sollicité par un certain nombre de syndicalistes, un certain nombre du milieu ouvrier qui étaient sensibles à cette question et qu'en tout état de cause, vu les choix stratégiques de Renault, je trouve que la critique est totalement fondée pour la simple et bonne raison qu'encore une fois, on nous met en avant, en tout cas en France, le problème du coût de la main-d'œuvre et qui n'est pas totalement avéré. Quand vous regardez le coût de la main-d'œuvre, c'est un argument qui est devenu opérationnel. On explique que les sociétés françaises, que les entreprises, et notamment les entreprises de l'industrie automobile ne seraient pas compétitives au motif de ce que notre main-d'œuvre serait plus chère qu'ailleurs. Si on regarde sur le coût global d'une voiture, on se rend compte que le coût de notre main-d'œuvre ne représente que 17%, qu'il y a des marges et que peut-être il y a d'autres réflexions, d'autres stratégies à adopter. En termes d'innovation, c'est ça par exemple. Le sujet de mon débat, et notamment sur la commercialisation. Il y a nécessairement des leviers. On ne peut pas se satisfaire de l'ensemble de ces licenciements, de ces groupes et encore une fois, d'autres groupes comme Toyota, voire Mercedes, qui eux-mêmes en France arrivent à avoir des résultats et qui trouvent le moyen d'embaucher. Philippe Marigny, au-delà effectivement du coût de la main-d'œuvre en France, c'est vrai qu'il y a aussi des avancées à faire en termes d'innovation. C'est une question d'état d'esprit vis-à-vis du monde de l'entreprise, vis-à-vis du monde économique. Tant que les politiciens de la gauche française parleront comme s'ils étaient les problèmes ont commencé aussi sous un gouvernement de droite. La stratégie de tel groupe industriel, tant qu'on continuera à raconter de telles erreurs et à parler à l'opinion publique comme si la mondialisation n'existait pas. Vous savez bien qu'il existe quand même des problèmes structurels de fond importants en France. Mais cela va de soi. Ce que je dis, c'est que les attitudes, comme celle qu'exprimait tout à l'heure ma collègue Leïla Haïchi, consistent à tromper le public, donner l'impression que l'on peut comme ça porter un jugement sur la stratégie d'une entreprise pour faire plaisir aux syndicalistes, pour faire plaisir à ses militants, pour faire plaisir au peuple de gauche, mais c'est prendre le risque de tomber d'encore beaucoup plus haut. Parce que ce n'est pas parce qu'on a été élu dans un scrutin qu'on est capable tout simplement de maîtriser
les questions relatives, les problématiques relatives à la stratégie d'une telle entreprise. Alors, bien entendu, quand on est conseil des syndicats, dans les accords qu'ils passent, quand on soutient leur position, ce qui est tout à fait légitime dans notre démocratie et dans notre débat social, on oublie quelque peu que les syndicalistes créateurs d'emplois, ils ne créent pas les rues et que ce n'est certainement pas par un durcissement du dialogue social que l'on parviendra dans ce pays à faire face aux problèmes structurels et à améliorer la situation de l'emploi. On va laisser Leïla Hachi conclure en une petite minute parce qu'on va devoir laisser après la place. Chers collègues, je trouve que pour le coup, c'est vous qui faites preuve de démagogie. J'ai le droit d'apporter un éclairage, une vision. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec vous et d'avoir une approche complètement opposée à la vôtre. Je suis entièrement d'accord sur le fait que vous avez le droit de ne pas être d'accord. Il n'en demeure pas moins que c'est une question qu'on doit se poser compte tenu de l'ensemble de ces licenciements, compte tenu du fait... Vous conseillez les syndicats... Compte tenu du fait qu'en plus dans la situation dans laquelle on est, force est d'admettre que la stratégie est pas bonne. Je ne suis pas le seul à le dire et je ne suis pas le seul à le penser. Maintenant, vous avez le droit de ne pas être d'accord, chers collègues. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. On va accueillir pour finir l'émission Alain Vidaliste, le ministre chargé des relations avec le Parlement qui va prendre votre place, Leïla Hachi. Alain Vidaliste, merci d'être avec nous. Je voulais qu'on précise ensemble pour finir cette émission un peu cette histoire autour des ordonnances que souhaite prendre le gouvernement. Déjà sur le périmètre, vous avez parlé d'urbanisme. Qu'en est-il exactement ? Les choses sont assez simples. Ce gouvernement a mis en place toute une série de dispositions législatives, parmi lesquelles il y a une priorité sur le logement. Aujourd'hui, il y a des freins à la mise en place de ce dispositif, aussi bien pour le logement social que pour le logement privé. Et le président de la République, dans son discours de Dijon, a dit clairement que ces normes ne pouvaient pas continuer à être des obstacles alors qu'il y a une volonté politique et presque un consensus. Donc, il a annoncé que nous allions par ordonnance et uniquement sur ces questions-là de normes. Il ne s'agit pas de modifier le mode de fonctionnement. À partir de quand va arriver la loi d'habilitation devant le Parlement ? Je vous réponds très précisément. Dans les 3 semaines qui arrivent, ce texte passera en Conseil des ministres. Ça veut dire que la loi d'habilitation sur cette question-là, c'est-à-dire sur le logement, sera évoquée par le Parlement, probablement en mai et juin, de manière à ce que les choses soient terminées au mois de juin. Je vous précise quand même, c'est dommage que M. Marini soit parti, mais j'entends depuis 2 jours des gens faire des commentaires exactement sur le même sujet. La majorité précédente a demandé l'habilitation par voie d'ordonnance pour la simplification des normes dans le Code de l'urbanisme en 2010. Le même sujet. Non mais ça on est d'accord. Tous les gouvernements utilisent mais les c'est pas à vous. Toujours est-il, je disais les choses. Oui, j'ai bien compris. C'était à Philippe Marini et à l'opposition d'une façon générale. Toujours est-il qu'Alain Vidaliste, que c'est toujours sensible politiquement et que votre propre majorité a été surprise par ces ordonnances. Non, nous n'avons pas été surpris. Ça a été annoncé à partir du moment où le Premier ministre, actuellement au Canada, vient de dire que l'usage devait en rester exceptionnel. Et effectivement, mais il s'agit d'aller vite. Et ça a toujours été, à partir du moment où il ne s'agit pas, je donne un autre exemple historique, de modifier le Code du travail. Par exemple, quand on a voulu faire le CPE par voie d'ordonnance, là, c'était bafouer les droits du Parlement. Mais quand il s'agit, dans la suite de ce qui a été fait, de préciser... Pourquoi discuter pendant des heures et des heures sur des questions qui sont des normes et des délais? Si on a besoin de simplification, autant aller vite. Je crois que la situation économique de la France exige aujourd'hui qu'on aille vite. Ça ne remet absolument pas en cause les droits du Parlement. Mais alors s'il y a urgence, est-ce qu'il y a urgence aussi pour les 4 projets de loi de révision de la Constitution? Est-ce que ça, c'est des mesures qui ne pouvaient pas attendre 1 an ou 2? Vous savez, ça me fait penser aux gens qui veulent toujours que l'on choisisse entre le social et la démocratie. Eh bien, nous voulons à la fois une république moderne, nous voulons une république qui soit juste. Nous n'arbitrons pas. Il y a une cohérence, une globalité des changements qui ont été voulus par les Français avec l'élection de François Hollande. Et on ne nous fera pas en permanence opposer le social au sociétal, l'institutionnel à la réalité de la vie civile. Non, c'est sur l'ensemble que s'impose le champ des modifications aujourd'hui et de la modernisation. Merci Alain Vidaliste d'être venu cet après-midi sur notre plateau, donc en direct du Sénat pour cette émission qui suit la séance des questions d'actualité au gouvernement. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne journée à tous sur l'antenne de la chaîne parlementaire.